Donc le dire et le faire avec l'Afrique, alors effectivement c'est une thématique forte. Nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui vont représenter justement des actions qui sont mises en place et qui vont vraiment parler en tout cas concret de leurs dispositifs respectifs. On attend 2 personnes qui sont un petit peu en retard mais qui je pense ne vont pas tarder. Donc on accueillera Monsieur Bélanger qui est secrétaire général des Compagnons du Devoir. Moussa Camara, qui est président des Déterminés, Monsieur Dubuc, le cofondateur d'Open Classroom, Joanna Niedialowski, qui est responsable du développement international de Simplon, et Samuel Tamba, qui est président de la Confédération nationale des juniors entreprises, et Franck Toghigny, de l'École supérieure de commerce de Dakar. Alors, on l'a vu dans les différentes interventions, ce qui ressort bien effectivement, c'est la thématique forte de l'entrepreneuriat et de la jeunesse, qui est absolument capitale en Afrique. Et puis, on a vu souvent revenir des thématiques liées au développement des NTIC, du numérique, du digital. C'est quelque chose qui se développe énormément à travers le monde et qui se développe vraiment très différemment au niveau de l'Afrique. Alors, on parle souvent du Mobile First Continent en Afrique, avec plus d'1 milliard de cartes SIM actives et plus de téléphones mobiles actifs que dans n'importe quel autre continent dans le monde. Comment cela fonctionne-t-il aujourd'hui? Quelles sont les opportunités de développement sur l'ensemble de ces secteurs? Et puis, comment aider les jeunes, aider les entrepreneurs à se développer, à monter leur business, à se former? Est-ce qu'il y a des organismes qui, justement, apportent des formations et apportent des formations aussi diplômantes? Et on reviendra largement sur le sujet. Alors, Joanna Niedialowski, vous êtes responsable internationale justement de Simplon. Aujourd'hui, de nombreuses écoles ouvrent en Afrique autour de la thématique de l'informatique. Même la France n'est pas très très bien équipée. Les pays modernes ont beaucoup de mal à former les jeunes à ces technologies qui évoluent en permanence. Mais des dispositifs aujourd'hui voient le jour en Afrique avec des écoles de codeurs comme par exemple le modèle de l'école de Xavier Niel 42 qui a ouvert une école en Afrique du Sud. D'autres projets sont à l'étude en Afrique de l'Ouest. Et puis, on a des dispositifs qui vont permettre aux jeunes d'étudier, d'apprendre les nouvelles technologies en commençant par le début, c'est-à-dire le code informatique qui va permettre de développer des applications, des programmes, des logiciels et que cette culture et ce développement deviennent aussi un petit peu made in Africa. Alors, Joanna, comment fonctionne Simplon et quel en est le développement aujourd'hui? Oui, bonjour. Merci Thierry. Donc oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la révolution digitale en Afrique, de l'explosion des applications mobiles, de l'utilisation d'Internet comme levier de développement pour tout ce qui est e-santé, e-éducation, etc. Donc les sites Internet, les applications mobiles, c'est une chose, mais ça ne se crée pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Et derrière ça, en fait, il y a des compétences humaines, il y a des gens qui conçoivent ces sites internet, ces applications et qui gèrent tout simplement le langage informatique qui est derrière l'interface que vous et moi, nous voyons apparaître sur nos écrans, que ce soit nos écrans de smartphone ou de petits téléphones Nokia ou autres qui tournent encore beaucoup en Afrique. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'applications qui passent aussi par les types SMS, etc. Et donc, derrière ça, il y a ce qu'on appelle le code, en fait, qui sont des lignes de programmation. Et ça, c'est un langage comme un autre, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous, on milite beaucoup pour apprendre dès l'école primaire en France, donc à lire, compter, écrire et coder, parce qu'aujourd'hui, le code, c'est la langue de l'informatique, c'est la langue des outils numériques, et dans un monde qui se digitalise de plus en plus, dans une économie numérique mondiale, il n'y a aucune raison qu'il y ait une partie du monde aussi large et aussi peuplée et aussi puissante que l'Afrique qui reste en marge de cette économie-là. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'on développe des compétences en programmation informatique. Donc on apprend à coder, en fait, à maîtriser
maîtriser cette langue informatique qui va permettre de créer des applications et des sites web à des gens qui soit ont une première expérience dans le numérique, soit pas du tout, parce qu'en fait on part du principe que le code, comme toute langue étrangère, est à la portée de tous dès lors qu'on est motivé et qu'on a vraiment envie d'apprendre et de se perfectionner et de faire des choses avec après. Donc c'est une formation très intensive, très immersive, très basée sur la pratique métier, puisque c'est la thématique, on est dans le dire et le faire. Donc nous, on diffuse cette nouvelle langue et on incite à faire. Et donc c'est vraiment cette pratique en mode projet pendant 6 mois de manière très intense qui va permettre de s'approprier la programmation et in fine d'être capable de développer des sites web et des applications mobiles à l'issue de cette formation de 6 mois. Donc Simplon est né de cette idée-là en 2013 à Montreuil, en se disant voilà, il y a énormément aujourd'hui de besoins dans le numérique et dans le développement et de sites web. Et à côté de ça, on a en France une jeunesse qui est pleine de talent, mais qui n'est pas valorisée parce qu'elle n'a pas les bons diplômes, parce qu'elle n'a pas le bon parcours scolaire. Et donc, on a des tas de jeunes qui sont laissés en marge de l'économie. Et on s'est dit, bah, très bien, nous, on va prendre ces jeunes-là, on va les former de manière hyper immersive, hyper intensive au métier de développeur, développeuse web, et on va les réintégrer sur le marché du travail après. Et ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a 80% de personnes qui sont au chômage en entrant chez Simplon. On fait une sélection aussi par rapport à la situation sociale de nos apprenants au départ, et on a 80% de taux de sortie positive 3 mois après la formation. Donc on est vraiment dans cette moulinette-là de sélectionner des gens qui sont un peu éloignés de la formation et de l'emploi, mais qui ont vraiment envie de développer leurs compétences et leurs talents et d'évoluer professionnellement. Et à travers cette formation à la programmation, on les réinsère sur le marché du travail. Alors comment elle fonctionne concrètement, cette formation? On s'inscrit en ligne, si on est dans un pays d'Afrique et qu'on est intéressé concrètement, comment on y a accès? Alors justement parce que nous on croit très très fortement au caractère binaire du numérique, donc 0 en ligne, 1 en présentiel. C'est très important aussi de pouvoir se retrouver sur des temps de rencontres physiques et pas d'être seulement en ligne. Donc on a tout un processus d'information et de recrutement en ligne, mais ça passe aussi beaucoup par des rencontres d'information, des événements et Simplon capitalise beaucoup en fait sur ces liens avec l'écosystème et sur le fait que cette appétence et cette envie d'apprendre doit venir vraiment des gens qui sur le terrain exercent déjà soit des responsabilités dans le numérique ou dans l'entrepreneuriat, soit sont intéressés par développer des compétences parce qu'ils ont participé à tel ou tel événement. Donc nous on s'inscrit dans des réseaux tels que les meet-up, pas mal de workshops. On travaille sur l'Afrique de l'Ouest par exemple avec Jocolabs, avec la French Tech à Abidjan, avec tout un tas d'acteurs qui organise des événements avec lesquels on co-organise des choses. On a eu l'immense honneur d'accueillir Pierre Gattaz et le ministre d'éthique Bruno Connet dans l'espace Jocolabs à Abidjan justement. Et donc c'est tout ce type d'événements auxquels, qui nous permettent d'animer la scène numérique auquel on participe, lors desquels on va informer aussi les partenaires et les gens en présence sur nos formations et soit faire des réunions d'information pendant lesquelles on va inciter les gens à remplir le questionnaire en ligne, soit les inviter à se rendre sur la page justement pour s'inscrire en ligne. Et voilà, mais c'est vraiment toujours cette articulation entre la rencontre physique et l'écosystème numérique et le formulaire en ligne, enfin les processus en ligne qui créent la communauté Simplon. Et alors on voit aujourd'hui que les grandes entreprises de l'informatique, les Microsoft, Google, Facebook, Atos, cherchent justement à conquérir le marché africain et ont besoin justement d'Africains qui sont capables de développer, de coder en association avec la culture locale. Est-ce que vous pensez que là justement Simplon va offrir des débouchés à ces jeunes sur des postes pour des grandes entreprises, des PME? Ça ouvre quel type de perspective d'emploi en fait?
Nous, on part de là, en fait. J'écoutais tout à l'heure, justement, dans l'une des conférences, cette volonté qui est de plus en plus affichée d'intégrer dans la gouvernance des établissements de formation à la fois l'enseignement, les partenaires privés, les partenaires publics. Simplon, c'est vraiment un modèle hybride qui part des besoins des entreprises sur le terrain. Nous, on a aujourd'hui une vingtaine de centres de formation dans toute la France et on en a 3 ou 4 qui sont en cours d'ouverture sur le continent africain. On ne se lance pas comme ça parce que Abidjan est doux et c'est super. Hein, moi, j'adore Abidjan, mais c'est pas juste pour le plaisir d'aller à Babi qu'on ouvre Simplon là-bas. C'est vraiment parce que on a eu une demande par rapport à des entreprises qui sont installées sur place. Et si on est en train de se développer à Dakar, c'est justement parce que Atos s'est installé qu'en l'espace de quelques mois, ils ont vidé le marché sénégalais de tous les développeurs potentiels et que là, on est venu nous chercher en disant alors là, si vous avez un plan pour former très rapidement des développeurs pour répondre à notre besoin économique, on est preneur. Donc on part vraiment de ce principe-là. Après, c'est pas nous qui allons toquer à la porte des entreprises en disant voilà, j'ai telle et telle personne, mais on travaille d'emblée avec eux sur les débouchés pour former des jeunes sur les technologies qui les intéressent après et leur permettre justement d'avoir des jeunes formés à leur technologie et permettre aux jeunes d'avoir des débouchés sur le marché local après. Donc avec un marché qui sera sûrement extrêmement porteur dans les prochaines années, et donc certainement une expansion de Simplon au final qui est née à Montreuil vers plein de pays d'Afrique, en tout cas on l'espère. Inch'Allah. Alors, Alors, la formation des entrepreneurs, bon, elle est capitale, mais elle doit aussi passer justement par des formations qui sont diplômantes. Donc, je me tourne vers vous, Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classroom. C'est justement aussi ce que vous allez proposer, ce que vous mettez en place actuellement ? Exact. Bonsoir, donc mon nom est Pierre Dubuc, je suis cofondateur d'Open Classrooms. Open Classrooms, c'est une plateforme de formation en ligne, d'éducation et de formation en ligne, qui forme donc à des métiers. Donc on est à la frontière entre l'enseignement supérieur et la formation professionnalisante. Le but du jeu pour nous, c'est, et ça a toujours été depuis plus de 15 ans qu'on fait ça, de rendre l'éducation plus accessible. Donc la mission, c'est celle-ci, c'est l'accessibilité à l'éducation, avec un focus sur l'employabilité. Donc on a 3 grandes cibles, des étudiants, des salariés et des demandeurs d'emploi, dans le but de trouver pour des étudiants un premier emploi, pour les salariés de monter en compétences et pour les demandeurs d'emploi de se reconvertir. C'est aujourd'hui la plus grosse plateforme de formation en ligne en Europe et en Afrique. On forme plus de 3 millions de personnes chaque mois sur 1200 cours. Donc c'est des très très gros volumes. C'est une start-up basée à Paris, on est une 60aine de personnes. Et l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, puisqu'on s'est développé en premier dans la francophonie, est un très très grand vivier de talents et de demandes de formation également. Donc aujourd'hui, on a à peu près un quart de nos 3 millions de personnes qui sont en Afrique, au Maghreb, dans toute l'Afrique de l'Ouest notamment, et qui viennent se former aux nouveaux métiers. Donc on rejoint beaucoup ce que disait Johanna sur le code, le digital, donc ça va être des formations de code, d'entrepreneuriat, de marketing, de gestion de projet, de commercial, etc., etc. Donc vraiment tous les métiers qui sont dits en tension, et avec la particularité de proposer des diplômes reconnus par l'État. Et l'intégralité de la formation se fait en ligne de façon extrêmement souple. Et c'est un modèle qui est assez unique, puisque aujourd'hui on est les seuls en Europe et en Afrique à faire ça. On a commencé à proposer des diplômes reconnus par l'État il y a à peu près 1 an. Et donc on a développé ça avec le ministère ici en France. Et ces diplômes ont des équivalences dans 29 pays, donc c'est l'Europe élargie. Et aujourd'hui, on commence à avoir du coup des étudiants à distance en Afrique qui se forment en restant chez eux, qui se forment sur des métiers déjà un petit peu pointus, et donc qui vont pouvoir être diplômés d'une école française sans se déplacer en Europe, et donc pour des coûts aussi qui sont bien inférieurs. Les coûts de formation sont 10 à 15 fois moins chers
qu'une école traditionnelle. Ça veut dire une école traditionnelle, un bachelor coûte à peu près 30 000 € en France, là où sur Open Classroom ça va coûter 3 000 €. Donc le but, c'est d'aller sur des volumes très importants, avec une méthodologie pédagogique qui permet de faire baisser les coûts de façon assez significative, et donc de toucher beaucoup de monde en le faisant à distance, avec une rigueur académique et une reconnaissance des diplômes. Alors, sur tout ce qui est mis à disposition justement au niveau des MOOC, au niveau des cours en ligne, de tout ce qui permet de diffuser l'information et l'éducation en Afrique, vous devez vous heurter logiquement à des freins. J'imagine des freins d'accès à l'Internet, des freins de connexion. Qu'est-ce qui aujourd'hui pénalise un peu le développement au final d'Open Classroom en Afrique ? Première raison, l'infrastructure. Donc nos cours sont basés sur du texte, ça va. Dès lors qu'on a une connectivité Internet, ça passe. Ils sont basés sur des vidéos. Là déjà, ça demande une certaine bande passante. Et puis sur de la visioconférence. Donc on a un accompagnement individuel avec un prof, un mentor, on appelle ça. Donc c'est des séances de mentorat individuelles qui se font en visioconférence. Et donc là, il faut une connectivité quand même un minimum. On commence à adapter le produit pour faire du mentorat aussi par téléphone, en audio, en chat, etc. Donc pour réduire un peu le besoin de bande passante. Mais le facteur numéro 1, c'est l'infrastructure. Et ça, nous, on n'a pas beaucoup de levier dessus. C'est-à-dire que si les tuyaux ne sont pas là, malheureusement, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. Malgré tout, il y a déjà plein d'endroits où il y a des masses de population qui ont accès à une bonne infrastructure. Donc ça se développe très vite. Donc le premier problème, c'est l'infrastructure. Le deuxième problème, c'est, je dirais, l'accès au financement, donc le modèle économique. Là où, en France, par exemple, on va avoir soit des individus qui vont payer directement pour leur formation. En Afrique, même si la personne peut avoir l'argent pour le faire, il y a le moyen de paiement qui peut bloquer entre nous en France et le système bancaire ou monétique, en tout cas local. Donc ça, c'est aussi un frein. Et là, ce qu'on développe pour faire ça, ce sont des partenariats qui sont institutionnels au niveau gouvernemental pour pouvoir rendre nos formations entièrement gratuites, avec des partenariats avec les ministères de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi. Donc à titre d'exemple, en France, on a conclu un partenariat avec Pôle emploi pour rendre nos formations entièrement gratuites pour tous les demandeurs d'emploi. C'est un gros partenariat qu'on a lancé l'année dernière, on a formé plus de 35 000 personnes. Et demain, je me rends à Casablanca pour signer le même type de partenariat avec l'ANAPEC, qui est le service public de l'emploi, et le ministre de l'Éducation et de la Formation, pour rendre nos formations entièrement gratuites aux demandeurs d'emploi marocains. D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même une architecture possible avec les politiques publiques dans certains pays et qu'il y a une implication forte. Clairement, je pense que l'avenir est là, et nous, c'est notre ambition, c'est de venir tisser des liens locaux avec les écoles, les universités, les gouvernements et les administrations locales et les entreprises, comme le disait aussi Johanna. Je pense que c'est super important qu'à la fin, l'ambition, ça soit l'insertion professionnelle, et donc il y a un lien très fort entre la formation, l'éducation et le tissu économique. Donc c'est ça qu'il faut recréer en adaptant à chaque fois la façon dont nous, on apporte notre solution d'éducation. Et donc ces formations-là seront diplômées localement ? C'est une bonne question aussi. On a un autre sujet qui est la reconnaissance des diplômes. Donc je parlais de diplômes reconnus par l'État français, équivalence dans 29 pays qui est l'Europe élargie. Et là, on a des discussions aussi pour essayer de faire reconnaître ça dans les pays africains, donc d'avoir des diplômes reconnus pas par l'État français, mais par les États africains. Et ça, ce serait quand même assez important en termes d'approche et d'adaptation au marché local. C'est malgré tout quand même assez compliqué, assez long, mais j'ai des bons espoirs que ça aboutisse dans un futur proche.
Donc des besoins de financement, de développement du réseau Internet, bien sûr. Je crois que ça va aller en s'améliorant dans tous les cas. Et puis en financement, on entendait un intervenant dire qu'ils étaient à la recherche de bons projets. Là, je crois justement que c'est l'occasion de financer des très, très bons projets. Pierre Dubuc, donc vous, justement, quelle est votre expérience au niveau justement de l'école supérieure de commerce de Dakar? Vous avez, je crois, beaucoup de retours à nous faire là-dessus. Alors, bon, j'ai le don de duplicité. Moi, je m'appelle Franck Tonini. Pardon. Excusez-moi. Mais bon, je comprends. Je vis à la fois entre la France et l'Afrique. Non, tout simplement, plus sérieusement, déjà vous remercier d'être restés si nombreux si tardivement. Vous rappelez que l'école supérieure donc, de commerce de Dakar, Subdeco Dakar, fait partie des plus vieilles écoles du continent africain. Elle a 26 ans d'existence. On a 3000 étudiants. Et si vous voulez, notre responsabilité, elle est double. La première, c'est effectivement de participer à l'insertion professionnelle de nos jeunes. Et comme on accueille 30 nationalités, la deuxième responsabilité, c'est effectivement de participer activement au développement économique des pays. Et donc, pour illustrer mon propos, je vais retenir 3 chiffres. Le premier, c'est 10. C'est à peu près le nombre de délégations qu'on accueille par an. En fait, on a des entreprises qui vont se réunir sectoriellement et qui vont venir, notamment à Dakar, pour découvrir le potentiel de l'Afrique. Et on va associer nos étudiants aux études de marché, à la veille culturelle, pour que tout de suite, il y ait un lien systématique entre un chef d'entreprise et un étudiant. Et donc, en fait, on a, dans ce cadre-là, des entreprises qui sont extrêmement satisfaites, puisque, au-delà des délégations économiques traditionnelles, eh bien, elles voient leurs clients de demain, cette jeunesse africaine, elles voient aussi leurs futurs collaborateurs. Et donc, en fait, il y a un lien naturel. Et donc, on n'accueille pas de délégation si les chefs d'entreprise ne veulent pas passer au moins un quart de leur temps à faire de la formation. Alors, soit de la formation en matière de gestion, par exemple, mais on a aussi des partenariats avec des centres de formation professionnelle où, quelquefois, un chef d'entreprise va nous dire « Moi, je ne suis pas forcément très pédagogue en matière de gestion, mais j'ai un savoir-faire dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire. » Et dans ce cas-là, on va s'arranger pour qu'il le partage avec des étudiants. Le deuxième chiffre, c'est celui de 100. Et 100, c'est le taux d'insertion des étudiants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne monte plus de formation si on n'a pas trouvé l'employeur au préalable. La chronologie, c'est de faire une formation et après de voir s'il y aura un emploi. Et donc aujourd'hui, on va faire de la prospection auprès de grands groupes, auprès d'entreprises qui veulent s'implanter sur le continent africain, et avec elles, on va les associer dès la maquette pédagogique et on va s'entendre sur le nombre d'étudiants qu'elles vont recruter sur les 5 prochaines années. Et quand on est face à ça, eh bien, on arrête l'acceptation du nombre d'étudiants par rapport au nombre d'emplois. Et le troisième chiffre qui me semble important, c'est celui de 1000. 1000, c'est le nombre de créateurs d'entreprises que l'on aide par an. On a contribué au lancement d'un programme qui s'appelle le Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et en fait, on a pu, sur la base de 9000 candidats qui avaient déposé leur candidature donc, en l'espace de 17 jours, ce qui atteste à quel point cette jeunesse elle est éminemment entreprenante, on en avait retenu 1000. Et sur les 1000, eh bien, en fait, on leur a confié 300 heures de formation d'entrepreneuriat, 300 heures dans la découverte d'un métier. Et donc, là encore, il y a une relation très forte entre l'entreprise et les jeunes. Pourquoi ? Puisque 50% des formateurs, en fait, étaient des chefs d'entreprise et notamment, il ne faut pas oublier que c'est le MEDEF qui nous reçoit, pas mal d'entreprises qui justement adhéraient au MEDEF. Alors pourquoi je voulais porter témoignage de ces dynamiques ? Le premier point, c'est que ce n'est pas une question de moyens. On comprend bien que ce n'est qu'une question de partenariat. Le programme sénégalais sur l'entrepreneuriat des jeunes, on a pu, grâce au numérique, former 600 heures, 1000 jeunes pour moins de 50 000 € sur le total. Et c'était autofinancé, ça revenait à 25 000 francs CFA sur l'année, dont 3 € par mois pour 600 heures sur l'année. Le deuxième point, c'est qu'en fait, le développement économique
et le développement des formations ont destin lié. Moi, quand je fais des audits dans les entreprises, elles me disent aujourd'hui, mon taux de croissance est limité par la difficulté de trouver les compétences sur place. Et inversement, beaucoup d'étudiants, en fait, rencontrent des difficultés d'insertion. Donc, tout repose, en fait, sur une question d'ingénierie, d'être la bonne gare de triage entre des entreprises, soit présentes, soit qui viennent, et une jeunesse soucieuse de se former. Et le troisième point, c'est la solidarité intergénérationnelle. Vous êtes une start-up, alors quand on va dans les start-up et qu'on a plus de 30 ans, on est subitement vieux. Nous, en fait, on va faire des binômes entre des jeunes Africains et des chefs d'entreprise qui ont mon âge. Et donc, en fait, on va voir qu'il y a aussi une solidarité intergénérationnelle qui s'établit. Tout ça pour dire que c'est possible. Donc on voit aussi l'importance du partenariat, dans tous les cas, dans ce genre de projet. Il est fondamental. Il est fondamental. Il ne faut surtout pas se laisser enfermer sur une question de moyens. C'est une question d'inversion de la chronologie. C'est-à-dire, je ne fais pas de formation si je n'ai pas trouvé l'employeur. C'est que je vais me reposer sur des outils numériques. Les 1000 jeunes qu'on a formés à l'entrepreneuriat, qui étaient répartis sur l'ensemble du territoire sénégalais, on l'a fait parce qu'on a négocié avec un grand opérateur téléphonique pour qu'effectivement, on puisse avoir des bandes passantes. Parce que si vous avez 25 000 francs d'inscription par an, mais que dans le même temps, c'est des dizaines de milliers de francs en connexion Internet, ça devient tout de suite socialement discriminatoire. Et donc, l'équité sociale et l'équité territoriale n'est possible qu'à travers l'apport du numérique. Alors, l'importance du partenariat et puis aussi l'importance, comme Johanna le soulignait, que la demande soit émise aussi localement. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et justement, Samuel Tamba, vous accompagnez, vous, les juniors entreprises, donc dans une confédération pour mieux travailler ensemble et mieux exprimer leurs besoins au niveau des projets concrètement. Oui, bien sûr, c'est ce que nous faisons à la Confédération nationale. Concrètement, une junior entreprise est une association présente dans les établissements supérieurs français depuis 1969. Aujourd'hui, on compte 180 structures adhérentes qui permettent aux étudiants de piloter en transverse ces structures-là, donc avoir une première expérience de chef d'entreprise. Ils vendent des prestations de services qui sont en lien avec leurs prérequis académiques et donc, en vendant ces prestations de services, ils soutiennent les porteurs de projets. Les juniors entreprises, depuis 1969, se sont internationalisés. Il y en a beaucoup en Afrique. En France, les chiffres donnent 2800 problématiques résolues. Donc on voit que les porteurs de projets sont aussi suivis dans toute la pluridisciplinarité de l'offre de formation française. Ça peut passer de l'agronomie, passant par la finance, la communication. Donc c'est ce qu'on permet à nos étudiants et c'est aussi un gage de qualité puisque nous sommes une marque déposée. Nous existons dans le paysage français depuis 50 ans. Donc on audite nos structures pour être sûr qu'elles sont un gage de fiabilité, de concret pour nos clients. C'est des structures qui tendent à la professionnalisation. Beaucoup sont ISO-normées, ce qui est un gage de qualité aussi pour les porteurs de projets africains qui ont des petits budgets et qui peuvent avoir un rapport qualité-prix en passant par une junior entreprise. Alors justement, au niveau de l'intégration du projet, je crois que vous travaillez aussi beaucoup sur le fait de communiquer des données, de permettre aux entreprises de faire des analyses, du reporting. On entre un petit peu dans le domaine là du big data, toujours un peu autour du digital. Comment ça fonctionne concrètement ? L'enjeu du big data est devenu majeur et son accessibilité a un coût. Beaucoup de grands groupes en fait travaillent avec des entrepreneurs africains qui ont besoin de ces datas pour pouvoir se développer. Donc nous sommes en fait des interfaces de connexion à travers nos juniors entreprises techniques ou ingénieurs qui permettent en fait, à travers des procédés innovants, de permettre à ces porteurs de projets africains de récupérer ces datas, de pouvoir comprendre les comportements de consommateurs européens s'ils veulent conquérir aussi ces marchés, ce qui donne beaucoup de fluidité. Nous aussi, ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant la passerelle entre le monde étudiant et le monde du travail, ne pas prendre les choses de manière dichotomique et se dire que ces passerelles-là doivent être récurrentes. Donc c'est pour ça que pour le MEDEF, notamment, nous avons fait une étude sur la mobilité internationale des étudiants français vers l'Afrique. Il faut dire, comme lors de ce type d'événement, montrer les aspects amélioratifs de ce continent, les opportunités qu'il y a,
Et donc on s'est rendu compte que la France, pour le coup, sur les 37 000 étudiants qui viennent en France, il y en a plus de 26% qui sont issus du continent africain. Donc, ce qui représente quand même un chiffre conséquent. Il y a des marges de progression. On se rend compte qu'il y a des best practices, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, et encore des grosses marges de progression à faire sur l'Afrique de l'Est. Donc il faut justement, à travers ce que disait le directeur de Subdeco Dakar, mettre en place des formations croisées, mettre des synergies entre les étudiants français et les étudiants africains, notamment à travers des événements comme des week-ends start-up, des diplômes délocalisés. Donc voilà, c'est tout ça aussi qu'on essaye de porter, nous, à la Confédération, auprès des pouvoirs publics français, pour leur expliquer que ces synergies sont des aspects fondamentaux pour que le continent africain puisse avoir des opportunités aussi, des étudiants africains puissent avoir des opportunités en Europe. Pour nous, c'est important, et donc c'est pour ça qu'on met en place toutes ces passerelles. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir aussi Christian Kamcheng, qui remplace en fait Moussa Camara, qui est président des Déterminés. Je vous en prie, installez-vous. Alors, justement, vous allez nous évoquer là aussi un partenariat justement entre la France et l'Afrique. Je vous passerai mon micro s'il ne fonctionne pas. Avec l'importance de la diaspora, justement, comment vous allez accompagner la diaspora sur l'ensemble de ce dispositif. Oui, déjà, moi je suis un chemin déterminé. Il faut savoir que cette formation, c'est une formation test qu'on a déjà faite 1, 2, 3 fois en France. Je fais partie de la première promotion nationale. Donc l'idée, c'est de donner les clés de l'environnement entrepreneurial, entre guillemets, français, à des jeunes de banlieue. Et il faut bien voir que derrière l'idée de jeunes de banlieue, en fait, on s'attaque à tous les Français qui sont un peu mis à l'écart. Et notre idée aussi, c'est de pouvoir mettre en place des relations avec l'Afrique, parce qu'il faut bien voir que ces jeunes, entre guillemets, fils d'immigrés, ont aussi un lien particulier avec l'Afrique. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir collaborer et mettre en place ce type de formation à l'international. Pour ma part, en ce qui concerne mon expérience personnelle, je viens de développer une application à Frisia, et l'idée c'est quoi? C'est de accompagner une croissance éthique, donc donner des notions de valeur à la croissance. Okay, l'application va justement vous permettre de localiser vos valeurs et va permettre à l'utilisateur de reprendre contrôle de son processus de consommation. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, faire les choses différemment. Voilà. Ouais. Et concrètement, oui, notre formation, c'est une formation de 6 semaines qui est faite d'intervenants de haut rang qui permettent justement de donner les clés du management, de la communication et aussi de la maîtrise du business plan, d'études de marché à des jeunes entrepreneurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-Claude Bélanger, justement sur le dispositif Les Compagnons du Devoir. Je crois que vous étiez en train d'animer un workshop juste avant sur justement des formations qui sont destinées, elles, à tout un écosystème d'entreprises, d'organisations non gouvernementales avec des spécificités propres. Peut-être quelques mots sur ce que sont les compagnons. Les Compagnons du Devoir, c'est une structure qui accueille 29 métiers et qui accueille aussi 10 000 jeunes en formation. 10 000 jeunes en formation sur un parcours de 6 ans. Les Compagnons du Devoir, c'est un dispositif qui est basé sur un triptyque. Une maison des compagnons, un jeune et une entreprise. Pour qu'un jeune puisse trouver place dans une maison des compagnons, il lui faut obligatoirement une entreprise. Ça veut dire que chaque jeune donc, se trouve salarié dans une entreprise et ça veut dire qu'il est financièrement autonome. Et ces jeunes donc, changent de ville une fois par an. Et sur 6 années, ce sont des jeunes qui sont diplômés avec une licence professionnelle. Et à travers ces 6 années, donc, ils auront une année à l'international entre la 3e et 4e année pour qu'en fin de parcours, ils puissent être bilingues. Aujourd'hui, donc, nous formons sur des métiers techniques. J'entendais tout à l'heure dans une table ronde qu'il est important de former sur des niveaux ingénieurs, sur des niveaux d'encadrement. Certes,
et j'en conçois tout à fait qu'il faut vraiment former sur ces niveaux-là. Mais n'oubliez pas aussi qu'il faut former sur des niveaux conducteurs de travaux, chefs de chantier ou conducteurs de fil en usine, car la problématique de la France aujourd'hui, c'est qu'elle le manque. Et elle a un développement économique aujourd'hui qui se trouve pénalisé par un manque de main-d'œuvre dont les entreprises ne trouvent pas. Et si je vous disais que dans les 10 ans à venir, c'est 60 000 chefs de chantier qui va manquer dans le secteur du bâtiment, et nous en sortons que 800 par an, je vous fais simplement le calcul, la problématique qu'il va y avoir dans les secteurs du bâtiment. Et j'aurais envie de vous dire, en Afrique surtout, ne faites pas l'erreur de la France à ce niveau-là. Prenez bien en compte tous les métiers et donnez une valeur à chacun des métiers lorsqu'un jeune pratiquera un de ces métiers. Et ça, c'était le mal de la France pendant très longtemps, de dévaloriser tous les métiers sur le plan technique. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance à travers ces métiers. Mais il nous faudra encore du temps pour qu'on puisse répondre aux besoins économiques de l'ensemble de nos entreprises. Et c'est vrai que nous sommes aussi très proches de vous parce que nous sommes dans beaucoup de pays africains pour faire de l'expertise, pour qu'on puisse accompagner certains salariés de vos entreprises, pour qu'ils puissent répondre aussi aux obligations des compétences que ces salariés devront avoir pour pouvoir répondre sur un plan économique dans votre pays. Et ça veut dire aussi que nous ne sommes pas là pour simplement vous dire ce qu'il faut faire. Nous souhaitons, nous, dans notre démarche, être de quoi de vous accompagner pour former des jeunes formateurs pour qu'ils puissent ensuite former des jeunes dans chacun de vos pays pour que demain, vous puissiez être sur les secteurs économiques dont l'Afrique devra pouvoir faire pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces demandes en termes de construction qu'en termes industriels. Donc finalement être aussi bien évidemment à l'écoute du besoin pour répondre aux demandes émises localement et adapter ces formations aux besoins concrets. On est vraiment sur la thématique le dire et le faire avec l'Afrique et répondre aux besoins locaux vitaux. Complètement. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire, si vous voulez qu'on vous accompagne aussi pour créer un compagnonnage africain, ce sera avec plaisir qu'on puisse non pas transposer le modèle français en Afrique, mais construire un modèle africain qui vous correspond parfaitement bien. Parfait, je crois que ça répond parfaitement. Johanna, je crois que tu voulais réagir justement au fait de répondre à des métiers très larges, pouvoir ouvrir justement ces formations à un peu tout le monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le code, parce que ça paraît quand même très technique, très poussé pour des métiers dans le marketing, dans le digital, dans le numérique, mais est-ce que ça s'adresse finalement aussi à des gens qui veulent coder pour développer des choses un peu plus simples et un peu plus accessibles ? Le code, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Même moi, j'en fais, c'est pour vous dire. Mais en fait, c'est juste une question de motivation. Encore une fois, il suffit juste de commencer à toucher. Hein. C'est pas pour rien que 42 appelle sa phase de sélection la piscine, quoi. Enfin, on se lance et on y va. Bon, du coup, nous, on essaye d'être aussi un peu dans cette logique d'inclusion et donc de proposer des formations à des gens qui ont moins les clés de la formation ou de l'emploi ou qui ont été plus en situation soit de décrochage, soit de chômage de longue durée pour leur permettre justement de retrouver une confiance dans leurs capacités et dans des opportunités d'avenir. En fait, c'est ça la machine Simplon avec le code aujourd'hui. En fait, le code, c'est un prétexte et on pourrait faire ça avec n'importe quel autre type de métier technique, artisanal, de gestion ou autre. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, vous êtes arrivé à une phase de votre vie aujourd'hui où il y a des opportunités incroyables dans les métiers du numérique. Les numériques, c'est pas qu'une question d'ingénieur qui a fait Bac+8, de geek, d'hommes. Enfin, nous, on vient de lancer un programme spécifique pour les femmes, en fait, qui s'appelle Hackeuse, parce que, vous le savez peut-être, dans les métiers du numérique, il y a très très peu de femmes et c'est très compliqué pour les femmes d'évoluer dans ces métiers, d'une part parce qu'il y a de l'autocensure et elles se disent en fait c'est un truc de mec, c'est pas pour moi, et d'autre part parce que pour les quelques-unes qui se lancent, quand on arrive dans un job où franchement il n'y a que des mecs autour de soi et que toute la journée on a des blagues pas drôles ou des réflexes de mecs, enfin mesdames vous voyez très bien de quoi je parle, au bout d'un moment on se dit tu sais quoi, je vais rester faire mon congé maternité, m'occuper de mes gamins et puis basta. Voilà, enfin on en
est là. Donc, nous, aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne comme ça. Et le code, la programmation, ça doit devenir aussi un prétexte pour le renforcement des capacités et l'ouverture de nouvelles opportunités. Donc, on a lancé un SaaS en fait, de préformation qui s'appelle Hackeuse, où pendant 6 semaines, les femmes vont être entre elles, en fait, sur une formation qui ne concerne que des femmes. C'est vraiment de la discrimination positive. Et ben, en fait, elles s'entendent super bien. Elles font des super rencontres, il y a une super ambiance. Et là, à l'issue du SaaS, dans quelques jours, quelques semaines, et ben, elles vont pouvoir, en toute confiance et en pleine confiance dans leur capacité et dans leur potentiel, s'orienter vers des formations mixtes, soit dans le numérique pour faire des choses dans tout un tas de secteurs, que ce soit du community management, de la programmation pure, de la e-santé, du développement de sites WordPress très basiques sur leur activité, soit pour faire carrément toute autre chose, même pas forcément dans le numérique, parce qu'elles auront rencontré telle et telle personne dans les entreprises dans lesquelles on les aura emmenées ces dernières semaines, parce que le programme repose à la fois sur de la programmation, de l'apprentissage technique et sur des visites en entreprise pour leur montrer que voilà, il y a en fait dans les métiers techniques du numérique des femmes à responsabilité et que les choses se passent très bien et que c'est possible de le faire. Donc en fait voilà, c'est vraiment une histoire de levier en fait et de remise en confiance. Voilà, là je parle des femmes, mais on le fait pour tout un tas d'autres publics et c'est à ça que doit servir aujourd'hui le développement et le numérique. Merci beaucoup. Alors, je retiendrai aussi, bien sûr, de cette table ronde le fait que, effectivement, heureusement, ça s'adresse aux femmes, qu'il faut démocratiser ces mots barbares que sont le code, la programmation et les différents langages informatiques, que ces formations aussi en ligne, elles peuvent s'adresser à de nombreuses personnes et dans de nombreux pays et même être diplômantes et avec un partenariat d'État futur avec le Maroc, je crois, en tout cas demain, et ça, c'est une très bonne chose. Je crois que Samuel Tamba, vous vouliez aussi un petit peu réagir par rapport à, je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, on disait qu'il y avait 13 millions d'Africains qui voulaient rentrer sur le marché du travail chaque année. La problématique de l'insertion est majeure. Et pour les 10 millions de jeunes étudiants africains qui n'ont pas la possibilité de le faire, effectivement, entreprendre, se lancer, c'est important. Pas entreprendre que dans le fait de créer sa boîte, il faut aussi entreprendre sa vie dans les engagements qu'on fait. Et donc, il y a différents leviers. J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. À partir du moment où les jeunes sont confrontés à la réalité économique, c'est à ce moment-là où ils montent en compétences, où ils ont du savoir-être, où ils ont du savoir-faire, où ils peuvent effectivement s'adapter, être prêts à l'emploi. Nous, c'est ce qu'on propose en Junior Entreprise. Dans les pays qui en ont, il y en a beaucoup de pays africains qui en ont, c'est ce que peuvent faire ces jeunes-là. Et puis sinon, ils peuvent être aidés dans les projets qu'ils portent, notamment par des Junior Entreprises européennes. Et donc, j'invite les participants de la salle à venir sur le workshop demain d'HEC Junior Conseil qui présentera comment ils travaillent avec des startups africaines, notamment au cours de la COP22. Ils ont présenté un concours start-up des 100 startups africaines les plus dynamiques. Donc on voit qu'il y a des vraies synergies. Et c'est vrai que l'Afrique et la France a souvent eu un destin lié. Mais je pense que sa jeunesse aussi, à l'avenir, en aura un. Bravo, félicitations. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Et puis merci, monsieur, pour votre remplacement de dernière minute. C'est bien. Écoutez, mesdames, messieurs, la plénière, l'entrepreneuriat culturel Pépite Afrique va commencer dans quelques instants. Nous allons donc laisser la parole aux panélistes et à l'animateur, qui est toujours Thierry Barbeau. Donc merci de prendre place dans l'auditorium afin que nous puissions commencer cette